Voilà de quoi nous parlent nos journaux. Demain, on commence avec la une du Parisien aujourd'hui. Hollande attendu au tournant. Tout est dit dans le titre après un été meurtrier pour la croissance, les mauvais chiffres de l'économie, l'inquiétude des Français. Eh bien, François Hollande fait donc une rentrée à haut risque. Même analyse pour le Figaro. Hollande et Valls qui doivent aussi faire face aux surenchères de la majorité. Le Figaro qui s'intéresse au ton qui monte chez les frondeurs du Parti socialiste et de nombreux écologistes qui réclament un changement de cap. C'est aussi la une de l'Express à paraître demain en kiosque. La faillite, c'est maintenant référence au slogan qui avait valu l'élection de François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Et puis la une de Libération, un peu décalée, mais on est aussi sur cette crise avec l'indécence, c'est le titre, des dividendes pour les actionnaires, la rémunération des actionnaires des grands groupes français qui a augmenté de 30%. Le journal se demande si cela est une coïncidence ou c'est lié aux problèmes économiques que l'on connaît. Et puis enfin la une des Échos, la crise qui fait trembler qui fait flamber le taux d'épargne des Français. Les Français qui ne consomment plus, ils épargnent en revanche 16% de leurs revenus. C'est un record en Europe et c'est du jamais vu depuis 2009. De tout cela, on va parler dans le duel que voici. Avec Rokhaya Diallo, bonsoir, de la revue Regard, fondatrice de l'association des Indivisibles, association qui lutte contre le racisme. Ça va nous intéresser dans l'un des thèmes de ce soir. Et Jean-Christophe Buisson, bonsoir, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Alors on va commencer justement avec ce qui a fait le buzz aujourd'hui, cette photo postée sur Facebook hier par Nadine Morano. On vous en parlait hier soir d'ailleurs dans ce duel. Photo d'une femme voilée à la plage qui heurte, sinon les lois, du moins les valeurs de notre République, selon Nadine Morano. Les réactions ont été nombreuses aujourd'hui et parfois inattendues. Par exemple, elle a été soutenue par le ministre Harlem Désir, qui comprend Nadine Morano. Regardez ce qu'il a dit. Lui aussi, il se dit attaché à l'égalité des sexes sur cet espace de liberté qui est la plage. En revanche, elle n'a pas franchement été soutenue dans son camp par Valérie Pécresse, qui, elle, estime que c'est un faux débat. Écoutez. Non, je ne dirais pas la même chose. Pour moi, la France, c'est un pays de liberté et c'est cette France-là que j'aime. C'est une France où, quand on respecte la loi de la République, on a le droit de se promener dans la tenue qu'on souhaite sur les plages. Donc non, je ne dirais pas la même chose. Voilà, Nadine Morano soutenue par Harlem Désir et vilipendée par Valérie Pécresse. Rokhaya Diallo, ça vous inspire quoi, ça ? Ça m'inspire beaucoup de surprises parce que si on se souvient des déclarations passées d'Harlem Désir en 1989, à l'époque de des affaires sur le foulard de Creil, les foulards musulmans de Creil, Harlem Désir, qui était alors président d'SOS Racisme, regrettait le retour de l'assimilationnisme. Donc on voit qu'en fait, en 25 ans, il a fait un pas très très important vers la droite. Après, la réaction que je peux avoir en tant que militante féministe, en tant que personne sensible au féminisme, c'est le fait que je suis très étonnée de voir ce féminisme qui est toujours circonstanciel. C'est-à-dire que Nadine Morano fait partie d'un parti qui ne respecte pas la loi sur la parité, ce qui lui vaut quand même une somme de 4 millions d'euros. Et au lieu de dénoncer le sexisme dans son propre parti, elle ne voit du sexisme que chez une femme qui est sa voisine de plage. Donc je trouve ça un peu étonnant dans un pays qu'elle dise que quelque part... qu'elle dise que dans notre pays, en fait, le féminisme appartient à notre culture et finalement, elle démontre, par son manque d'intérêt pour les formes les plus quotidiennes du sexisme, à savoir les violences. Toutes les féministes ne disent pas ce que vous dites, mais on va y revenir. Oui. Jean-Christophe Buisson, pardon. Vous auriez dû faire un débat avec Annie Sugier tout à l'heure, justement, qui est une grande féministe socialiste d'ailleurs, qui disait exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai débat sur ce que signifie le fait de voir sur une plage, effectivement, une femme voilée au milieu d'estivants qui sont tous au maillot de bain. Et surtout, il faut remettre un tout petit peu dans le contexte le message de Nadine Morano, c'est qu'en fait, elle fait un parallèle avec la une du Figaro Magazine, qui était Brigitte Bardot en maillot de bain, qui était pas juste un portfolio de belles photos de Brigitte Bardot, c'était de montrer comment Brigitte Bardot, dans les années 60, a cassé quelque chose en France, a libéré la femme d'une certaine manière, notamment d'un point de vue vestimentaire, mais pas seulement, et que Nadine Morano, venant de terminer le Figaro Magazine, arrivant sur cette plage en ayant cette vision, voit immédiatement le contraste et a le sentiment qu'on fait une régression 50 ans en arrière. On se retrouve dans la France d'il y a 60 ans où effectivement la tenue vestimentaire des femmes relevait du patriarcat, comme disait Annie Sugier tout à l'heure. Et voilà, et c'est ça son sentiment, c'est un sentiment de choc. Et encore une fois, c'est le même choc qu'on peut avoir si on voit un nudiste sur la banquise, de voir une femme habillée de la tête aux pieds sur une plage où tout le monde est en maillot de bain et
elle rajoute dans son poste à Nadine Morano qu'en plus, le mari, lui, se baigne tranquillement, lui fait des coucous depuis la mer. En maillot, lui, bien sûr, parce qu'il fait chaud. Voilà, elle a le sentiment qu'il y a une soumission de cette femme. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, elle a ce sentiment, elle est choquée. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont choqués par cette vue-là. Donc c'est pas un cri dans la nuit solitaire, c'est un sentiment que partagent beaucoup de gens et qu'elle a voulu faire partager. Très honnêtement, je doute fort que ce soit la première fois que Nadine Morano croise un mari qui parle d'une manière désagréable à sa femme, voire sexiste. Je pense que c'est quelque chose de très courant en France et je doute fort que Nadine Morano. Oui, mais là, c'est au nom de la religion. C'est au nom d'une religion, c'est ça le problème. Et nous sommes dans un pays laïque. Par ailleurs, pour ce qui concerne ce que vous disiez sur Brigitte Bardot, c'était comme vous le disiez il y a 50 ans. Ce qu'ont gagné les femmes, c'est la liberté de disposer de leur corps et disposer de son corps, c'est le dénuder, mais aussi l'habiller si on le souhaite. Et je trouve effectivement que Nadine Morano se montre bien un peu sensible au sexisme qui touche les femmes de manière quotidienne. Moi, Nadine Morano, je ne l'ai jamais entendue sur d'autres thématiques qui sont celles, par exemple, de la violence faite aux femmes. Il y a dans ce pays une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups des hommes. C'est ça quand on parle de la culture française et du sexisme en France. Annie Sugier, qui est quand même une féministe de la première heure, connue et reconnue comme telle, et qui nous disait tout à l'heure, bien qu'elle n'apprécie pas, on s'en doute, Nadine Morano, elle a raison, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet de féministe. C'est un sujet de liberté des femmes par rapport aux hommes. Qu'est-ce que vous lui dites à Annie Sugier alors ? Ce que je lui dis, c'est que je pense qu'on a une perception différente, qu'il y a une perception générationnelle. Moi, je fais partie des féministes qui considèrent qu'une femme a le droit de se prostituer pour subvenir à ses besoins. Si elle le souhaite, elle a le droit aussi de se couvrir si elle estime que c'est. Mais comment pouvez-vous être sûr qu'elle a choisi d'être habillée de la tête aux pieds ? Ni vous ni moi ne pouvons le dire. Non, mais vous donnez l'impression que vous en êtes sûr. Il faut l'inviter ici pour lui poser la question. C'est ça, être une femme, c'est aussi avoir le droit de parler pour soi-même. Mais la bonne nouvelle de cette affaire, c'est que Harlem Désir et Nadine Morano sont d'accord sur un point. Je pense que c'est la première fois de l'histoire. Harlem Désir a totalement changé de bord en 25 ans. Je ne sais pas si c'est de la dire à droite. En tout cas, il s'est droitisé sur ces questions. C'est peut-être autre chose. Allez, on va parler de notre deuxième thème. Ce sera le thème de demain. Le gouvernement qui fait sa rentrée. Un conseil des ministres chargé après l'été meurtrier pour la croissance, pour l'emploi. Les chiffres qui remettent en cause tous les équilibres péniblement votés avant les vacances. Et des chiffres, justement, apparemment, certains seront dévoilés demain. On va y revenir. Mais d'abord, quelle doit être la stratégie de Manuel Valls demain ? Il arrive, conseil des ministres, il doit dire quoi ? Il doit faire quoi avec ses ministres ? Je crains pour lui et pour son gouvernement qu'il continue son message de rester droit dans ses bottes parce qu'il n'a pas le choix d'une certaine manière. Il s'est engagé dans une politique de réforme qui, depuis quelques mois, il est obligé d'être sur cette ligne-là et de gérer des problèmes qui sont énormes, qui sont à la fois évidemment qu'on connaît, la croissance zéro, l'emploi en berne, et puis des problèmes plus circonstanciés qui sont la réforme territoriale qu'il aura du mal à faire passer au Sénat, puisque le Sénat va passer à droite, qui sont aussi des petits dossiers comme les intermittents du spectacle, ce type de dossier, ou ce qui a remplacé l'écotaxe, le péage transit poids lourd qu'il va falloir gérer. Et puis, ça, ce sont les dossiers qu'il a à gérer et qu'il va demander à ses ministres de porter. Et puis, l'autre problème, c'est la fronde qu'il a sur une partie de sa majorité. Donc il a un problème à la fois de politique générale et un problème de politique, j'allais dire, politicienne, en tout cas parlementaire, puisqu'il y a quand même un cocktail explosif qui est en train de se mettre en place au sein de sa majorité. C'est-à-dire le jour où Cécile Duflot, qui publie dans quelques jours un livre, qui est un livre très, 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 très dur contre François Hollande, Martine Aubry au sein du PS, Arnaud Montebourg, qui peut-être un jour quittera la partie, les syndicats et les frondeurs, si tout ça arrive à se fédérer sur un axe particulier avec un leader, je pense qu'il a beaucoup de soucis à se faire à la tête du gouvernement. Rokhaya Diallo, vous l'avez comment cette rentrée du gouvernement ? Eh bien, je crois que toutes les personnes qui ont été citées par Jean-Christophe Buisson, à savoir les frondeurs, Martine Aubry, Cécile Duflot, incarnent quelque chose de la base du Parti socialiste. Et aujourd'hui, la ligne d'austérité qui a été choisie par le gouvernement ne montre pas de résultat. Ce qu'on observe, c'est que la croissance ne subit aucune conséquence par rapport à cette ligne qui est choisie. Or, cette ligne, c'est une ligne dont souffrent les Français, tous les Français, et dont souffrent particulièrement les Français de gauche qui pensaient avoir élu un président de gauche. Donc, je crois aujourd'hui que Manuel Valls, effectivement, s'il n'infléchit pas sa ligne, va continuer à entraîner le gouvernement dans une forme de divorce avec sa base. Et je pense que les conséquences qui seront payées par cet angle qui est abordé, par cette optique qui est abordée par le gouvernement, eh bien, seront des conséquences dans les urnes. Alors apparemment, la réponse à ce que vous venez de dire, il l'a prévu pour demain. C'est ce que nous dit le journal Le Monde. Il va y avoir des chiffres qui vont être dévoilés. Les réductions d'impôts promises aux ménages les plus modestes, c'est de la politique de gauche. Ça, eh bien, il nous annoncera normalement demain, d'après Le Monde, qu'ils auront profité en 2014 à 4,2 millions de foyers. En revanche, et c'est aussi un peu le corollaire, le pourcentage des foyers imposés à l'impôt sur le revenu, on parle de l'impôt sur le revenu ici, ne passera sous la barre des 50%. 48,5% paieront l'impôt sur le revenu en 2014 contre 53% en 2013. Autrement dit, cet impôt est désormais supporté par moins d'un Français sur deux.
l'effort supporté par moins d'un Français sur deux. Est-ce que ça va poser un autre problème, ça? C'est surtout que c'est un signe de paupérisation du pays. S'il y a de moins en moins de gens qui payent l'impôt, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de quoi payer un impôt, donc de quoi gagner pour payer un impôt. C'est ça qui est, moi, c'est la chose que je retiens principalement dans ce chiffre qui est assez dramatique. Et c'est aussi dramatique pour ceux qui payent l'impôt de se dire qu'il y en a 1 sur 2 qui ne paye pas l'impôt en France. Et c'est pour ça que moi, je pense que même pour participer à l'effort national, y compris de reconstruction et de réforme de ce pays, il serait bon que chacun paye à hauteur de ses revenus, même symboliquement, un impôt. Parce que ceux qui payent l'impôt ont vraiment le sentiment de travailler pour des gens qui ne payent pas d'impôt et que c'est très difficile à vivre. Ça serait l'occasion d'une grande remise à plat fiscale, le grand soir fiscal dont on a beaucoup parlé, y compris sur l'aile gauche d'ailleurs. Je crois que c'est important parce que ce dont souffre la France, c'est aussi d'une instabilité fiscale. C'est ce qui favorise aussi l'évasion fiscale, c'est que le fait que les contribuables ne se sentent pas nécessairement en sécurité dans des régimes qui ne cessent d'évoluer et qui ne cessent de changer. Par ailleurs, si Manuel Valls a des chiffres à nous fournir pour demain, il n'a pas de réponse aujourd'hui à la partie du pacte de responsabilité qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et qui comportait le volet social, en tout cas une garantie pour les frondeurs et pour l'aile gauche du Parti socialiste. Ça sera compensé, a dit Michel Sapin. Il a commencé à dire la prime pour l'emploi, éventuellement, revaloriser. Alors c'est ce qu'ils disent, mais effectivement, il faut apporter des garanties à cette aile qui compose une partie importante de leur base électorale. Aujourd'hui, le président ne peut pas se contenter de ne satisfaire qu'une partie un peu centriste ou qui n'est pas vraiment, en cas de gauche, qui n'est pas la base la plus solide de gauche, avec des mesures qui finalement n'aident pas les ménages les plus instables et les plus précaires. Dernière question sur ce sujet. On sait que la croissance n'est pas un rendez-vous. Il va falloir faire des économies supplémentaires. Il va falloir trouver plus de milliards. Et les chiffres qui seront donnés demain, normalement, par Manuel Valls sur l'impôt sur le revenu, ne dérogeront pas à cette règle. On attendait 75 milliards de recettes d'impôt sur le revenu en 2014. En réalité, il y en aura à peu près 65 milliards, soit 10 milliards supplémentaires à trouver quand on sait les luttes de haute volée qu'il y a eu pour essayer de grappiller 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. On se dit que l'équation budgétaire va être totalement impossible à résoudre là. Oui, mais ça veut dire qu'il faut encore faire plus d'économies, notamment dans les collectivités locales et dans les services publics, et arrêter de répéter qu'il faut créer des emplois dans le service public et que ça va compenser, et que ça crée de l'emploi et ça relance la croissance. C'est exactement le contraire. Donc le pacte de responsabilité était un premier pas, à mon sens, vers quelque chose de plus concret, qui est d'aider les entreprises, de cesser de faire peser sur les entreprises un poids de charges sociales qui est insupportable. Mais cet effort est insuffisant, et tant que les entreprises ne bénéficieront pas de plus d'allègements, elles ne pourront pas créer des emplois. Et si on ne crée pas d'emplois, on a 500 000 chômeurs en plus depuis l'élection de François Hollande à la présidence de la République, et ça ne s'arrêtera pas. Et c'est ce que dit le patron du MEDEF. Vous allez réagir, Rokhaya Diallo. Regardez ce qu'il dit. C'est un peu le seul soutien de François Hollande pour cette rentrée demain, ce qui est quand même un peu surprenant. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour François Hollande d'ailleurs. Le pacte de responsabilité est la bonne solution. Sur ce point, le gouvernement fait ce qu'il faut et va dans la bonne direction. Pour une fois, reconnaissons-le, Rokhaya Diallo. Évidemment, 40 milliards, on peut pas, ce serait quand même déplacé de critiquer comme il l'a fait jusqu'alors. Alors Pierre Gattaz, on a du mal à le suivre. Tantôt, il fustige l'action du gouvernement, d'autres fois, il salue cette action-là. On a le sentiment quand même qu'il joue un peu à un jeu qui n'est pas très très clair vis-à-vis du gouvernement. Il ne montre pas de satisfaction alors que le gouvernement s'est mis à dos une partie de la gauche pour finalement donner ces 40 milliards. On parlait de 10 milliards d'impôts qui allaient être perçus en moins. 40 et quelques milliards offerts comme cadeau aux responsables. C'est pas un cadeau, c'est pour améliorer la compétitivité. C'est ce qu'on dit, mais on n'a absolument aucune garantie. C'est aussi pour compenser les années précédentes. Sauf que les garanties qu'avait plus ou moins pressenti le gouvernement ne sont pas présentées. Donc effectivement, là aujourd'hui, ça ressemble à un cadeau. Il n'y a pas de contrepartie. Donc moi, j'estime que c'est un cadeau, c'est pas un échange. Mais par ailleurs, quand Pierre Gattaz fait ça, il fait de la politique. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace de dire ça que de fustiger le gouvernement s'il veut se débarrasser de ce gouvernement. Oui, et il le plombe en disant ça. Bien sûr. C'est pour ça que je dis, il fait de la politique, et il sait très bien que en se faisant l'allié supposé du gouvernement, ça va exciter d'autant plus la gauche du Parti socialiste et vos amis Rokhaya qui ne vont pas se priver de le critiquer. Et semble-t-il, effectivement, ça a fonctionné, en tout cas sur ce plateau ce soir. Ce pacte de responsabilité, vous parliez du volet social qui manquait, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Comment vous imaginez les choses pour la suite ? Moi, j'entends ce que dit le gouvernement sur la loi de finances qui comportera une compensation pour les ménages. Maintenant, je demande à voir comment pratiquement ça va s'articuler. Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que les Français les plus modestes sont lésés par les choix qui ont été faits par ceux du gouvernement. Ils ont élu un gouvernement et un président de la République de gauche. Et aujourd'hui, les signaux qui sont montrés envers le peuple de gauche, envers les ménages les plus fragiles, ne sont pas vraiment des signaux d'amitié ou de soutien. Je crois que le sentiment est identique partout, y compris dans les
les classes moyennes et les classes moyennes supérieures aussi ont l'impression d'être lésées. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression d'être lésé. La preuve, le dernier sondage donnait, je crois, 15% de Français qui lui font confiance. Donc c'est bien la preuve que c'est pas seulement à gauche qu'il a des problèmes, c'est que la grande majorité des Français ne font absolument pas confiance à ce gouvernement. Il aurait peut-être intérêt à satisfaire au minimum ceux qui l'ont élu. Ce serait, cette rentrée du gouvernement, en tout cas, vous l'avez compris, on aura l'occasion d'en reparler demain, peut-être avec des annonces, celles dont on a commencé à vous parler et d'autres. Merci à tous les deux d'être venus débattre de cette actualité ce soir. Vous restez avec nous à suivre le journal de la nuit avec Soazic Boisard et on va revenir évidemment sur la situation très tendue ce soir à Gaza avec des tirs de roquettes, vous le voyez, images tournées il y a quelques minutes et des répliques aériennes, des raids aériens israéliens. Ici, c'était une réplique sur Gaza d'un raid aérien qui a déjà fait 2 morts du côté palestinien. Tout de suite.